Hello et bienvenue dans Ce que je retiens, un podcast qui mêle expérience de vie et coaching en abordant l'amour de soi, la bienveillance et la résilience. Je m'appelle Camille et je suis coach de vie certifiée. C'est parti! Aujourd'hui, dans ce 27e épisode, j'explore avec toi le pouvoir des mots pour donner de l'amour aux autres, mais aussi à soi. Le format de cet épisode sera différent de celui de d'habitude puisque j'explore plus en profondeur un des 5 langages de l'amour que je te présentais dans l'épisode 21. Je t'invite donc chaleureusement à écouter l'épisode 21 avant d'écouter celui-ci car j'y pose les bases. L'épisode du jour est donc un complément et la référence du livre est dans les notes de l'épisode. Donc dans son livre, Gary Chapman, donc dans son livre qui s'appelle «Les langages de l'amour», Hem, Gary Chapman appelle, paroles valorisantes ce que moi j'appelle les mots. Personnellement, je trouve ça, plus simple, mais surtout je trouve que c'est plus large, plus global finalement. Pour moi et mon avis, n'engage que moi, je trouve le terme paroles valorisantes réducteur, tandis que les mots amènent finalement de la neutralité. Bref, toujours est-il que Gary Chapman distingue 3 manières d'utiliser les mots pour ressentir de l'amour. La première manière serait d'utiliser des paroles d'encouragement. Ça consiste à encourager une personne à, je cite, «concrétiser un désir qu'elle possède déjà». Nos mots vont alors exprimer le fait qu'on reconnaît ce qui est dit, qu'on rassure sur le fait que la personne est soutenue. Et finalement, ça permet de montrer à une personne qu'on croit en elle et en ses capacités, tout en lui montrant qu'on a confiance en elle et qu'on la valorise. Et donc, si par exemple Suzanne dit à Jean-Jacques, «J'ai envie d'apprendre à dessiner», Jean-Jacques pourrait lui dire: «Tu as raison, lance-toi». Il pourrait lui dire: «Si tu décides de le faire, je suis sûr que tu réussiras». Il pourrait aussi lui dire: «J'adore ta qualité d'aller, au bout des choses». Et il pourrait aussi lui dire: «Je te soutiendrai quoi que tu fasses». Donc ça, ce sont, 4 exemples de paroles d'encouragement qui, vont faire en sorte que quand la personne si la personne, a, dans ses langages de l'amour, en premier er les mots finalement, bah, elle se sentira, aimée. Attention cependant, hein, le but d'utiliser des paroles encourageantes, c'est d'encourager la personne à faire ce qu'elle désire pour elle, hein. Le but n'est pas de la pousser à faire un truc qu'on aimerait bien qu'elle fasse, hein, clairement pas. Gary Chapman, heu, nous propose aussi une deuxième manière d'utiliser les mots pour ressentir de l'amour. C'est ce qu'il appelle les paroles aimables. Ça consiste à dire des mots aimants et tendres, tout en veillant à ce que notre intonation transmette douceur, affection et tendresse. Comme l'écrit Gary Chapman, il arrive que nos paroles disent une chose, mais que l'intonation de la voix en dise une autre. Par exemple, si je te dis: «Je suis déçue et blessée que tu n'aies pas proposé de m'aider ce soir», versus, «Je suis déçue et je suis blessée que tu n'aies pas proposé de m'aider ce soir». Là, dans la première phrase que j'ai dite, c'était finalement avec de l'agressivité et la deuxième était, dite avec tendresse. Il y en a une, donc la première qui ferme le dialogue et la deuxième qui ouvre le dialogue finalement, qui est pas dans l'attaque. Alors qu'on se rend compte que finalement, j'avais utilisé absolument les mêmes mots. Les paroles aimables, ça consiste à utiliser l'amour pour dépasser les épreuves douloureuses. Gary Chapman parle de laisser passer, l'amertume, heu, la rancœur et la vengeance finalement et au profit de l'amour. Et en gros, rien ne sert de remuer, le couteau dans la plaie, hein, rien ne sert de ressasser les mots et les gestes du passé. Exprimer son pardon fait donc partie des paroles aimables. Par exemple: «Je suis encore blessée par ce qui s'est passé, mais j'ai envie d'aller de l'avant et de te pardonner, de nous pardonner. Je n'ai plus envie que cette affaire nous sépare, je veux qu'elle nous rapproche. Je souhaite qu'on apprenne quelque chose de ce qui est arrivé». Une troisième manière d'exprimer, de l'amour en utilisant les mots, ça va être, ce que Gary Chapman appelle les paroles humbles. Et c'est quoi? Bah, ça consiste à exprimer à l'autre un désir qu'on a, tout en se basant sur les compétences et qualités de l'autre. Alors, je sais que dit comme ça peut prêter à confusion, donc voici quelques exemples. Depuis la naissance de notre bébé, je n'ai plus le droit au gâteau maison. Je suppose que je ne dois plus compter dessus jusqu'à sa majorité.
Donc là, on est clairement sur une obligation. La personne doit faire des gâteaux. Il y a clairement une exigence, il y a de la contrainte, de la confrontation, c'est agressif et surtout, il y a de quoi se braquer, hein. Alors que, l'alternative, donc finalement une parole humble, ça pourrait être: «J'adore déguster tes gâteaux maison, ça te dirait d'en faire un ce week-end?» Et là, finalement, ce qu'on entend, c'est une requête, une invitation, une demande. Il y a pas de pression, hein, et l'autre décide d'accepter ou de rejeter la demande. L'autre est libre. Voici un exemple de réponse à ça. «Ah oui, c'est vrai que ça fait longtemps que j'en ai pas mangé» ou bien: «Je sais que tu aimes ça, mais en ce moment, je suis débordée, redemande-le-moi la semaine prochaine». Donc là, on se rend compte que finalement, la personne est réellement libre de faire ce qu'elle veut. On Dans la première situation, quand on va faire un reproche à l'autre, quand on va lui dire que ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé des gâteaux maison et cetera et enfin, la personne ne peut que se sentir agressée alors que dans le 2e exemple, la personne est libre, d'agir ou non, finalement. Autre exemple, agressif, avec, des reproches où on ressent absolument pas l'amour et où, la personne à qui on s'adresse a clairement de quoi se sentir attaquée et acculée, serait donc, «Tu toujours pas rangé le bureau, c'est un bordel, je sais pas où se trouvent les choses, on perd un temps monstre à retrouver nos papiers». Versus une parole humble: «Est-ce que tu penses que tu auras le temps, pour ranger le bureau ce week-end?» Et finalement là, ça va vraiment ouvrir le dialogue, c'est tendre et l'autre se sent potentiellement respecté. Heu, on lui met pas, un poids sur les épaules et en plus on n'est pas en train de lui aboyer dessus. Gary Chapman parle aussi, de d'autres manières, d'exprimer, son amour en utilisant les mots, comme, parler en bien de l'autre en son absence. Donc en général, on en entend parler a posteriori, hein. Quand on parle de nous, ça nous revient aux oreilles. Donc il y aurait ça. Il y aurait aussi valoriser l'autre en sa présence et en public. Donc voilà, typiquement, un repas de famille, «Ah oui, tu savais que» donc si Suzanne est à côté de toi: «Ah bah, tu savais que Suzanne, elle a commencé son nouveau truc, machin, elle est contente, ça marche bien», voilà et encore une autre manière, d'exprimer son amour en utilisant les mots, il y a, à l'écrit donc ça peut passer par, envoyer un message, lisser un post-it, je vais dire beaucoup de fois le mot post-it, j'ai l'impression dans cet épisode. Je ne suis pas sponsorisée, je ne touche pas d'argent pour la boîte, tout ça, c'est juste que post-it, quoi. Mais bon bref, laisser un mot, sur la table, enfin voilà, envoyer un message de manière impromptue, voilà. À l'écrit, ça peut, pour certaines personnes, c'est vrai que c'est plus facile de dire les choses à l'écrit plutôt que, de vive voix. Donc voilà, c'est une autre manière de faire. Et donc, je vais te donner quelques conseils si jamais, les mots ne sont pas ton fort finalement. Donc déjà, cool Raoul, hein. Pas de pression, le but n'est pas de changer ta personnalité et de te rendre inconfortable. Je t'invite donc à choisir un jour dans la semaine où tu vas témoigner une fois dans la journée ton amour via les mots. Par exemple, tous les vendredis, j'apprends à dire quelque chose d'aimant. Ça n'a pas besoin d'être un grand truc puisque un mot est un mot, hein. Ça compte tout autant que 2000 mots. Par exemple, sur un post-it, au hasard, écrire, «Bon courage pour ta journée» et le glisser dans le PC de l'autre ou bien à côté de ses clés. Je sais que, chez moi, mon mari est pas très mot et il a pris l'habitude de me glisser un petit mot comme ça de temps en temps et moi ça me fait, tellement de bien quoi. Dans l'épisode, 21 sur les langages de l'amour, je t'expliquais que moi, je me sens réellement aimée avec les mots quand les choses sont dites et quand, enfin vraiment, juste un «bonne journée», moi, ça me met en joie, je suis la plus heureuse du monde, quoi. Donc voilà, par exemple, écrire, un petit mot sur un post-it, et le poser à un endroit où on sait que la personne va y avoir accès. Un autre exemple, ça peut être, de complimenter la personne pour une chose qu'elle a faite. Je choisis volontairement, un exemple où je fais le choix de ne pas commenter sur l'apparence parce que, hem, c'est que personnel. Donc je on est d'accord, je parle pas en tant que coach, je parle vraiment en tant qu'humaine.
Ça me gonfle qu'on complimente, l'apparence des femmes, tout le temps. Donc je dis pas que c'est pas agréable, mais il y a pas que ça. Par exemple, «Tu as hyper bien réussi la tarte». Bon, on est clairement sur, alors je m'adresse pas à un homme ni à une femme, hein, quand je dis ça, hein, c'est peu importe, c'est pas la question, mais tu enfin voilà, tu as hyper bien, cuisiné, tel plat ou bien, J'adore, j'adore ton obstination, j'adore ta détermination, ta créativité, tu une créativité débordante et ça se voit que tu t'éclates là-dedans. Enfin voilà, ce genre de phrase, c'est vrai que ça peut faire beaucoup de bien aussi, quand on a les mots comme, langage principal de l'amour. Voilà, donc voici un autre exemple et le dernier, tu l'auras compris, faire une seule chose à la fois, hein. Le but, c'est pas de tout mettre en place, les paroles humbles, aimables, et cetera. D'ailleurs, le but, c'est même pas de conscientiser tout ça non plus. Le but, c'est de te dire: «Voilà, mollo, juste une fois dans la semaine, je vais tenter, d'utiliser les mots pour témoigner mon amour. Juste une fois dans la semaine». Et la raison pour laquelle j'ai proposé de choisir un jour dans la semaine, c'est parce que c'est rassurant en fait. Tu te poses pas 20 milliards de questions tous les jours de: «Est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce que machin?» Non, tu choisis un jour dans la journée, dans la semaine pardon et tu sais que tu t'en occuperas que ce jour-là en fait et ça te met beaucoup moins la pression et c'est tranquille, c'est tout doux et si tu le fais pas, le vendredi comme tu avais prévu et ben, c'est pas grave, voilà. Donc c'était, vraiment je t'invite à y aller tranquille, voilà. Cool Raoul. Et puis si toi, ta principale manière de ressentir l'amour, c'est via les mots, alors je t'invite à mesurer l'inconfort que ça peut être pour Suzanne lorsqu'elle t'encourage verbalement ou te témoigne son amour par les mots. Et je dis ça encore une fois parce que, j'ai appris à mesurer l'inconfort que c'était pour mon mari de dire les choses. Donc je t'invite, vraiment à apprécier chaque mot comme des rappels que l'autre t'aime. Et puis ça peut être intéressant aussi finalement d'avoir de la clarté sur tes attentes et pour ça je te renvoie à l'épisode 6. Je sais que moi j'ai une très grande facilité à dire les choses, ça je suis, à l'aise pour, témoigner mes émotions et enfin dire ce que je ressens aux autres, et cetera. Et c'est vrai que, a avant vraiment c'est cette période d'introspection que j'ai eue sur moi, je ne comprenais pas pourquoi est-ce que mon mari n'était pas capable de me dire des choses du genre, «Tu m'as manqué», ou bien, «Ça me fait chier de te voir comme ça», quand tu vas pas bien ou bien, «Tu es très belle aujourd'hui» ou bien «J'adore que tu» et cetera. Je comprenais pas, mais vraiment, vous voyez pas, mais je fais des grands gestes. Je ne comprenais pas pourquoi mon mec n'arrivait pas à le faire alors que pour moi, c'est d'une facilité, c'est d'un naturel et en fait, bon déjà, j'ai été déconstruire, mes attentes par rapport à ça et surtout, j'ai compris qu'on n'était pas pareil et du coup, j'ai appris à apprécier un mot de mon mari, quoi. Quand il me dit, «Bon courage», je sais que c'est pas évident pour lui. Alors je enfin, il est capable de dire ces mots-là, mais ça lui demande beaucoup plus d'efforts que pour moi, finalement. Un exemple très concret, c'est typiquement, moi, je vais lui dire quand on s'est pas vu depuis 15 jours, je vais lui dire, «Tu m'as manqué, j'ai hâte de rentrer» et lui, il me répond souvent, «Moi aussi». Et je sais qu'avant, moi, ça m'énervait, en fait. Je me disais: «Mais mec, mais juste dis, tu m'as manqué, moi aussi j'ai hâte de te voir», plutôt que juste de me dire: «Moi aussi». Et en fait, j'ai appris à accepter le fait que, bah, pour lui, c'était pas évident de parler de ses émotions, de ses sentiments et le fait de dire: «Moi aussi», c'était une preuve que je lui avais manqué et qu'il avait hâte de me revoir. Et moi aussi, c'est déjà énorme pour lui à dire, en fait. Et du coup, maintenant, quand il me dit: «Moi aussi», bah, je suis heureuse, en fait, de savoir qu'il me le témoigne. Il pourrait très bien ne rien dire. Donc c'est pour ça que je parle d'apprécier, l'effort, de que l'autre fait pour nous dire les choses et vraiment d'aller voir l'amour qu'il y a derrière les mots et le faire, ça vient obligatoirement avec aller, mettre au clair les attentes qu'on a par rapport à ça, à ce que l'autre devrait nous dire et cetera. Et du coup, finalement, là, ce qu'on vient de voir, c'est que l'autre peut nous témoigner son amour en utilisant ses mots et ça, c'est top de le savoir car ça nous permet de, détecter l'amour dans notre quotidien et ça, clairement, ça fait du bien. Mais comment pouvons-nous nous sentir aimés lorsque l'autre n'est pas là? Et c'est vrai que certaines de mes clientes m'ont amené, en séance de coaching le fait que lorsqu'elles étaient physiquement seules, elles ne se sentaient pas aimées. Du coup,
Et si je te disais que tu peux apprendre à te témoigner de l'amour de toi à toi, et notamment en utilisant les mots? Laisse-moi t'expliquer comment faire. Tout d'abord, prends conscience de ton monologue interne. Le fait de savoir d'où tu pars te permettra de savoir quel chemin prendre pour arriver où tu souhaites. Donc encore une fois, la curiosité est ton meilleur allié. Pour prendre conscience de ton monologue interne, je t'invite à te poser ces questions. Te dénigres-tu? Te dévalorises-tu? T'insultes-tu? Si c'est le cas, bienvenue au club. Je me suis très mal parlé pendant des années, hein. Je me disais des choses comme: «Je n'y arriverai pas», «Je suis conne», «Je ne suis qu'un laidron», «On ne peut pas me faire confiance», «On ne peut pas m'aimer», «Je suis même pas capable de faire ce que je dis». Donc t'inquiète, c'est normal. Ensuite, demande-toi aussi quel ton utilises-tu lorsque tu te parles, ou bien que tu parles de toi? Moi, je sais que souvent j'utilisais un ton, méprisant quand je parlais de moi aux autres. Voilà, donc ça va être intéressant d'en prendre conscience. Et je sais que c'est tentant de vouloir se juger pour la manière dont on se parle. C'est tentant d'être déçu ou en colère contre soi. Mais rappelle-toi, quand les chiottes sont bouchées, ça ne sert à rien de chier par-dessus, hein. Je t'en parlais dans l'épisode 18 sur comment condamner ses actes sans se condamner avec. Donc je t'invite à écouter cet épisode-là. Ensuite, demande-toi à quel moment ton monologue interne est-il en mode autocritique? Est-ce qu'il y a des situations récurrentes? Dans mon cas, c'était principalement lorsque j'étais entourée de personnes que j'aime, donc que ce soit la famille ou les amis. J'étais la première à m'en mettre plein la gueule. J'avais tellement peur qu'on me juge et donc forcément qu'on m'abandonne, hein, coucou le scénario catastrophe, que finalement j'étais encore plus sévère avec moi. Donc le fait de prendre conscience que c'était dans ces moments-là, avec ceux que j'aime, que j'avais tendance à m'en mettre plein la gueule, à m'auto, critiquer, voilà, juste, être, finalement méchante envers moi, et jugeante et loin d'être tolérante, ça m'a permise en fait finalement d'avoir, plus de clarté sur pourquoi est-ce que je ne profitais pas du tout de ces situations-là, en famille. Et surtout de me préparer à lorsque j'allais passer un moment avec, des gens que j'aime, de me dire: «OK, ça risque d'arriver, l'autocritique va potentiellement revenir, c'est normal». Voilà, c'est juste que c'est, mon schéma dans ces situations-là. Et du coup, maintenant que toi, tu as toutes ces informations, lorsque ton autocritique reviendra, ce qui est tout à fait normal, encore une fois, parce qu'on est des êtres humains, tu seras au courant de ce qui se passe, hein. C'est-à-dire que c'est le général qui refait surface. Et c'est intéressant d'apprendre à te dissocier de ton autocritique. C'est-à-dire à prendre du recul avec ça, à ne plus t'identifier à ça. Et par exemple, je t'invite à donner un nom à cette voix d'autocritique. Personnellement, et tu l'auras compris, je l'appelle le général, mais libre à toi de choisir ce qui te parle. Du coup, lorsque ta petite voix d'autocritique te dira que tu es qu'une feignasse, tu te rassureras en te disant que ce n'est pas la vérité puisque c'est uniquement la perception du général. Ce qui m'amène au point suivant, heu, imagine que tu parles à un enfant. Que lui dirais-tu s'il doute? Que lui dirais-tu s'il avait peur? Que lui dirais-tu s'il était fatigué? Voici quelques exemples, pour te témoigner de l'amour, t'apporter du courage, te soutenir, en utilisant les mots. Par exemple, tu pourrais te dire: «C'est normal de douter, je suis normal, j'y vais à mon rythme et mon rythme est le meilleur». Autre chose: «Je me sens seule, mais je ne le suis pas. Je suis là pour moi et je compte pour telle ou telle personne». Tu pourrais aussi te dire: «Je sais que c'est difficile, je vais prendre mon temps pour y arriver. Je vais me soutenir à chaque étape. J'ai le droit de faire des pauses. J'ai le droit de demander de l'aide». Et petit point, un peu plus personnel, qui m'a vraiment aidée moi, au quotidien et pendant plusieurs mois, pour, apprendre à me témoigner de l'amour parce que je sais pas si tu le sais, mais moi à la base, je viens d'une détestation profonde de mon être. Je me suis détestée et haïe pendant des années. J'ai détesté ma vie, ce qui m'était arrivé, les maltraitances, le harcèlement en ligne, aussi. J'ai fait, une tentative de suicide, enfin voilà, je détestais la vie, dans sa globalité. À un moment donné dans ma vie, j'ai ressenti le besoin de, d'apprendre à m'aimer, parce que finalement, j'avais essayé de me détester et je me sentais pas mieux. Donc je me suis dit: «Je vais peut-être tenter autre chose». Ça, je t'en parlais dans l'épisode, 1 du podcast.
Et du coup, ce qui, moi, m'a aidée, ça a été de tenir une page dans mon Bujo, donc le bullet journal, dans laquelle j'ai réuni sur plusieurs mois des phrases aimantes, encourageantes et humbles. Je notais celles qui venaient contrebalancer ce que mon autocritique m'envoyait, hein. Par exemple, comme je me trouvais nulle tout le temps, j'ai noté la phrase: «Je suis forte». J'en choisissais une pour le mois que j'inscrivais sur la page mensuelle et du coup, je la voyais très régulièrement et c'était finalement comme un mantra pour moi, pour tout le mois et je m'en servais un peu comme une intention. Donc là, je te renvoie à l'épisode 26 du podcast. Toi, ce que tu peux faire, donc ça peut être, faire comme ce que j'ai fait aussi sur le Bujo. Tu peux aussi en mettre une, sur ton fond d'écran de téléphone, par exemple, ou bien sur un post-it, sur ton miroir ou sur le frigo et cetera. En tout cas, trouve, quelque chose qui fonctionne pour toi. Je te donne quelques exemples de phrases mantra qui sont aimantes, encourageantes et humbles que je me suis répétées. «J'ai toutes les réponses en moi». Ça, par exemple, typiquement, je doutais beaucoup. Je doutais de ce que je pouvais penser, de ce que je pouvais ressentir, je pensais que j'étais enfin voilà. Donc cette phrase-là: «J'ai toutes les réponses en moi», ça m'a réconfortée sur le fait qu'il y a que moi qui sais ce qui est bon pour moi, il y a voilà. Ensuite, celle qui est en anglais, c'est: «I am enough and worth it». Donc je suis bien telle que je suis et j'ai de la valeur. Je trouve personnellement que ça rend moins bien en français, mais bon, voilà. Une autre qui m'a fait beaucoup de bien parce que je me sentais profondément, délaissée, abandonnée. J'avais l'impression qu'on ne m'aimait pas vraiment pour moi, qu'on se servait de moi et ça c'était, dans le meilleur des cas et dans le pire des cas, je me disais que, on m'aimait pas vraiment quoi, hein. C'était de la charité. Donc j'ai, noté cette phrase: «Je suis aimée et soutenue» et quand je l'ai notée, c'était vraiment pour me rappeler que j'ai pas besoin de savoir que je suis aimée par 20 milliards de personnes sur terre, mais juste de savoir que je suis aimée par une personne, bah, ça m'a fait du bien. Typiquement mon mari, quoi. Une autre phrase, «Je me donne l'autorisation de guérir de l'intérieur et de l'extérieur». Moi, j'étais, beaucoup dans la victimisation. Quand j'ai commencé à écrire, ces phrases-là dans mon boulot, c'était quasiment 1 an après avoir été diagnostiquée, de l'endométriose et de l'adénomiose, qui sont des maladies, enfin on n'en guérit pas quoi. Heu, ça a été un long parcours. Il y a eu aussi les traumatismes, le fait de travailler sur mes traumatismes, les maltraitances, tout ça. Ça a été, compliqué et c'est vrai que le fait de me rappeler que je peux me donner l'autorisation de guérir de l'intérieur et de l'extérieur, ça m'a rappelé que j'étais pas obligée de subir en fait, que je pouvais faire des choses, que j'avais, une part de responsabilité sur mon bien-être aussi. Donc ça ouais, ça a été un très bon rappel. Ça m'a vraiment, empouvoirée à passer à l'action. Bien entendu, en suivant mon rythme et cetera. Un exemple d'une autre phrase: «Je prends mon bien-être en urgence». C'est vrai qu'on entend souvent parler de, «Prends ton mal-être en patience», je crois que c'est ça la phrase. «Prends ton mal-être en patience», je crois que c'est ça la phrase. Bref et j'ai trouvé que faire l'inverse, prendre son bien-être en urgence, «Prends ton mal en patience», c'est ça et voilà, donc le fait de voir le penchant, le versant de ça, je prends mon bien-être en urgence, ça a tellement tout changé dans ma vie. J'ai appris à me reposer, à me prioriser, à me dire, parce que moi j'avais ce truc de, non, ça sert à rien de se reposer, ça sert à rien de dormir et tout parce qu'en fait, j'ai parmi mes symptômes, j'ai de la fatigue chronique et du coup, j'arrêtais pas de me dire, «Je suis trop jeune pour faire la sieste, je suis trop jeune pour» bon, on est d'accord. Très biaisé, enfin voilà, j'ai déconstruit tout ça depuis, mais ce truc de me dire, «Je suis trop jeune pour, je mon corps ne devrait pas être aussi fatigué» et cetera et le fait de me dire: «En fait non, je prends mon bien-être en urgence, il se trouve que là, mon corps me demande de dormir, bah meuf, va dormir en fait» et en apprenant à faire ça, j'ai appris du coup à être vachement plus productive, à faire la paix avec, mon corps en fait, à me dire que, bah, lui, il sait ce qui est bon pour lui et moi, je sais ce qui est bon pour ma santé mentale et émotionnelle et go, on marche ensemble, quoi. Donc pareil, ça m'a appris aussi à poser mes limites. Un truc qui a été très important pour moi et enfin, ce côté, j'accepte d'écouter ce que j'ai envie d'entendre. Avant, je subissais les discussions, qui me triggeraient vachement, en fait. J'ai toujours un stress post-traumatique, je vais pas dire assez fort, mais ces derniers mois, il revient très fortement
le fait de me rappeler que je peux prendre mon bien-être en urgence, ça m'a permis de poser, une limite, émotionnelle, quoi. Quand j'entends parler de tout ça, moi, je change de pièce, en fait. Une autre phrase qui m'a, pas mal aidée aussi, c'est la phrase: «Qui ne se plante pas, ne pousse pas» et c'est une phrase qui amène vraiment la résilience, je trouve. Ça me fait sourire d'imaginer, une carotte qui tombe et finalement qui finit par pousser. Bref, voilà, ce truc de, en fait, il faut apprendre à tomber pour apprendre à se relever et pour apprendre à se relever, il faut apprendre à tomber. Enfin voilà, tout simplement. Hem et du coup, ce qui m'a permis d'être, vachement plus, tolérante envers, les échecs potentiels et que maintenant je vois comme des apprentissages. Une autre, phrase qui m'a beaucoup aidée, c'est la phrase, oui: «Je suis douce avec moi-même durant la période de guérison». Oh là là, ça c'est une phrase, franchement j'ai la chair de poule, hein, parce que ouais, dans ma tête, je me disais, «Ouais, c'est trop long, la période de guérison, ça va, j'ai compris ça, je devrais directement aller mieux ou je devrais être capable de le mettre en place et tout». En fait, non, ça prend du temps, c'est comme ça et je suis pas obligée de m'en mettre plein la gueule et d'être le général pendant que je guéris, quoi. Quand tu es malade, tu pas envie d'avoir un général qui te gueule dessus, tu as plutôt envie d'avoir, un personnel, médical qui est, prévoyant, qui est gentil, à l'écoute, et cetera. Donc c'était un bon rappel. Une autre phrase, c'est la phrase: «Je suis résiliente», le fait de me dire, «Ouais, ce qui m'est arrivé, ça va pas me définir, ça fait partie de moi et je peux m'en servir pour faire quelque chose, de bien, de grand, qui va aider les autres», voilà, dans la transmission. Ce qui m'amène à la phrase suivante: «Je suis pleine de reconnaissance, pardon, pour, ce que j'ai traversé dans ma vie». Donc je suis pleine de reconnaissance pour ce que j'ai traversé dans ma vie. Ça, c'est j'ai mis vraiment du temps avant d'avoir de la gratitude pour ce que j'ai vécu. Ça a été, très compliqué, très douloureux d'accepter déjà ce que j'avais vécu et ensuite de voir le côté positif de ça et c'est en ça que je parle, d'apprentissage, en fait. Il y a pas d'échec, il y a pas, enfin, avec tout ce qui vient, il y a du bon et du moins bon. Il y a du bon et du mauvais, voilà, pour dire les choses et avant, je voyais que le mauvais et maintenant je vois aussi le bon. Donc ouais, ça m'a vraiment aidée à faire la paix, à accepter la colère et ensuite à la laisser partir. Une autre phrase: «Chaque cellule de mon corps mérite d'exister». Alors ça, pareil, avec l'endométriose et l'adénomiose, comment dire? Heu, C'était, compliqué, mais ça m'a aidée, en fait, à faire la paix avec la maladie et de me dire que même si, parce que l'endométriose et l'adénomiose, ce sont des maladies qui ont les cellules qui se reproduisent aussi vite que des cellules cancéreuses. Donc en fait, le fait de me dire que mon corps avait des cellules de merde, c'était pas chouette. Mais finalement, un peu, en lien avec, ce que je disais avec les phrases précédentes, c'est que chaque cellule de mon corps mérite d'exister parce que finalement, elles m'apprennent quelque chose. Et sans ces maladies, je crois profondément que je ne serais pas devenue, la personne que je suis aujourd'hui. Ça m'a cassé plein de préjugés, ça m'a aidé à ouvrir les yeux sur plein de choses, à prendre soin de moi et à être gentille envers mon corps et ouais, à faire la paix donc ah ouais, j'ai la voix qui tremble, mais ouais, chaque cellule de mon corps mérite d'exister. Une autre phrase: «Je suis unique et c'est ma plus grande force». Moi, je pensais que quand on était, unique, c'est qu'on était faible, qu'on n'était pas aimable, qu'on n'avait pas donc la qualité d'être aimé, que forcément on serait rejeté, abandonné et mangé par les loups. D Voilà et finalement, je me rends compte, ça finalement, j'ai réussi à la croire assez facilement parce que parce qu'en fait, j'ai été enseignante, en maternelle et éducatrice, spécialisée pendant 10 ans et c'est toujours ce que je disais aux enfants. Heu, «You're unique and that's the best thing about you». Donc tu es unique et c'est la meilleure chose à propos de toi. C'est le meilleur truc qui puisse t'arriver et du coup, ça, j'ai fini par le comprendre. Une autre phrase: «Je mérite d'être aimée et respectée», heu, donc des autres, mais surtout de moi. Ensuite, je suis sur la voie de la guérison. Ah, cette phrase m'a donné tellement d'espoir de me dire qu'en fait, on est toujours sur la voie de la guérison. On guérit toujours de quelque chose et tout le monde passe par là et du coup, c'est normal, je suis normale et du coup, bah, sois sympa avec toi et surtout sois sympa avec les autres, quoi.
Parce que tu sais pas à quelle étape ils en sont dans leur processus de guérison par rapport à telle ou telle chose. Et enfin, la phrase «J'apprends à accepter qui je suis», m'a rappelé que c'était un processus, que ça voilà, c'était le chemin, c'était la fameuse randonnée dont je parle tout le temps à mes clientes. Hem, voilà, ça prend du temps et je sais pas si un jour je m'accepterai à 100 tous les jours de l'année, toutes les heures et toutes les secondes. Mais en tout cas, j'apprends à le faire de plus en plus et ouais. Voilà pour ces quelques phrases. Donc tu l'auras compris, je pense, les mots sont clairement mon premier langage de l'amour et je t'invite à te créer une liste qui te parle à toi, en fonction de ce dont toi tu as besoin. Je voulais aussi revenir sur le fait que c'est pas toujours évident de bien se parler ou même de complimenter quelqu'un. Dans notre société, on a une facilité à se dénigrer, se critiquer, se condamner. Donc t'inquiète pas, c'est normal que ça te prenne de l'énergie au début. Mais plus tu vas t'entraîner, moins ça te prendra de l'énergie. C'est comme apprendre à faire du vélo ou à conduire, hein. Au début, ça nous crève d'essayer, hein. C'est très dur, faut se souvenir de 20 milliards de choses, voilà. Mais au fur et à mesure, on devient à l'aise et ça ne nous paraît même plus être un effort. Donc voilà, cool Raoul, on y va mollo, ça va bien se passer et tu pas en échec si, tu te parles mal, tu es juste humaine et tout l'intérêt de cet épisode, c'était vraiment de te montrer une autre manière de t'apporter de l'amour et surtout de recevoir de l'amour aussi des autres finalement. De voir qu'il y a de l'amour partout, il suffit juste d'avoir les bonnes lunettes. Et voilà pour aujourd'hui. Que retiens-tu de cet épisode? Merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu souhaites en savoir plus sur mon travail, rejoins-moi sur Instagram sur la page La Coach Camille, ainsi que sur mon site internet www.lacoachcamille.com. Prends soin de toi.